Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h33, bonjour à toutes et à tous. Les Français veulent savoir, parlons vrai ce matin avec Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Sur décision d'Emmanuel Macron, le droit du sol sera supprimé sur l'archipel de Mayotte à condition qu'une révision constitutionnelle le permette. Mayotte, département français, il ne sera plus possible de devenir français si l'on n'est pas soi-même enfant de parents français. Pour que la mesure soit effective, il faudra donc que l'Assemblée nationale et le Sénat l'approuvent, ensuite Congrès, avec un vote favorable des 3/5 des parlementaires. Voterez-vous contre ? Oui, d'abord, vous évoquez la manière, dans un effet d'annonce, dont le ministre de l'Intérieur Darmanin a pris des problèmes à Mayotte. Ce week-end. Je note par exemple qu'au même moment, il y avait un journal, j'ai oublié, je crois que c'est dans le Parisien, le Premier ministre donnait une longue interview où la question n'est même pas évoquée. Et l'air de rien, le ministre de l'Intérieur nous annonce que pour régler les problèmes de Mayotte, quels sont les problèmes de Mayotte ? Les 3/4 des gens vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a un tiers des personnes n'a pas accès à l'eau. Il y a une situation, c'est un département français, hein. C'est une situation terrible. Où, oui, mais 50% des habitants sont étrangers. Attendez, on y vient. Mais d'abord, il y a une situation terrible, où nous-mêmes, on avait réclamé plusieurs fois qu'il y ait des plans d'urgence pour que les gens puissent au moins avoir accès à l'eau. Ce sont des Français. Et la seule réponse qui est apportée, c'est de dire que en France, dans un bout du territoire, on va modifier la loi. C'est-à-dire qu'on va créer un pays dans lequel les droits ne seront pas plus les mêmes, oui, notamment sur la manière... Non mais attendez, donc d'une manière générale, moi je suis à l'ancienne, je suis un jacobin de ce point de vue-là. Égalité des droits et de la loi sur l'ensemble du territoire. Les problèmes de Mayotte ne seront pas réglés par cette rodomontante électoraliste à la veille d'une élection pour faire croire que ne votez pas pour l'extrême droite parce que quelque part on reprend des éléments de son programme. C'est le message subliminal en permanence qui est envoyé par cette équipe depuis quelque temps, qui n'aura aucun effet, y compris pour lutter et faire reculer la liste du Rassemblement national. Et pour les problèmes des habitants de Mayotte, cela ne réglera rien. Je dis, investissons dans cette île, permettons qu'au moins les enfants puissent avoir accès à l'école, à l'éducation, que les gens puissent se laver, les gens puissent avoir accès à l'eau, les gens soient pas dans une situation de pauvreté et de violence permanente. Cette île est surpeuplée. 50% des habitants de cette île sont des étrangers. Oui. Les Français qui habitent, les Maoris, qui habitent l'archipel ne veulent plus des étrangers. Alors, ils n'en veulent plus. Alors, 75% des mères ayant des enfants sont étrangères. 50% des hommes ayant des enfants à Mayotte sont des étrangers. Mettez-vous à la place de ceux qui habitent. Attendez. D'ailleurs, ils demandent des mesures. Il n'y a pas le coup de mettez-vous à la place. Les gens là-bas qui... Non mais attendez, pardon. On les entend. J'entends bien, mais le lien que vous faites entre le fait que nous sommes dans un endroit particulier du monde, où des gens fuient la pauvreté, la misère, vont sur ce territoire, sont d'ailleurs accueillis. Il y a une situation terrible de chaos qui est en place. Mais tout le monde est débordé. Mais les gens ne viennent pas en se disant, je vais aller là-bas, je vais faire un enfant comme mon pont neuf, et il deviendra français, et hop, d'un seul coup, j'aurai la sécu et les... Ça, c'est une pensée absurde. Donc, les gens, ça n'est pas parce que, d'un seul coup, vous remettez en cause la loi, le droit du sol, qui est un des fondements de la conception républicaine de la nation, que vous allez régler le problème de ces centaines de milliers de pauvres gens. Il faut régler ce problème. Alors, que faites-vous de ces centaines de milliers de pauvres gens ? Que faites-vous de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui naissent sur le territoire français ? Déjà, je vais vous dire une chose, c'est que le débat, si on le bloque, je vous en veux pas parce que c'est une manière de discuter qui dure depuis plusieurs décennies. Nous sommes aujourd'hui dans un monde marqué par des inégalités, en raison des dérèglements climatiques, des guerres, des traités de libre-échange qui ont fichu en l'air des économies. Nous sommes des millions de gens, 100 millions, nous dit notamment les Nations Unies, sans doute plus de gens quittent leur pays, fuient la pauvreté, cherchent, etc. D'accord, c'est la situation en Méditerranée où aujourd'hui. Mais Mayotte est un cas particulier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez toujours interpeller une femme ou un homme politique et dire mais alors que faites-vous Et il peut toujours avoir un démagogue qui dit avec moi plus aucun ne rentrera parce qu'avec moi j'aurais mis tellement de barbelés de miradors autour de la France, ça peut pas marcher comme ça. Donc effectivement, ce dont nous devons penser, il n'y a pas de solution. Pardon d'apparaître comme, mais moi je veux parler vrai, comme dit votre émission. Il n'y a pas de solution qui consiste à dire on va du jour au lendemain régler le problème. Nous avons à régler un problème qui est de mettre un terme aux grandes inégalités et aider au développement aussi
de la région, notamment de Madagascar, ou d'ailleurs que les gens ne soient pas dans une telle situation de drame. Je veux dire, la France n'est pas une petite île avec rien autour. Oui. D'accord ? À partir de là, deuxièmement, nous avons aussi mais Mayotte est une petite île avec les Comores autour. J'entends bien. Avec les Comores. Eh bien, nous devons aider à créer les conditions, pas nous tout seuls, à ce que les habitants des Comores ne quittent pas leur pays. Nous avons, par ailleurs, à assumer le fait qu'il faut que les gens qui arrivent soient un peu dans des conditions d'accueil qui font qu'il n'y a pas des bandes qui traînent dans les villes armées pour voler, tel que c'est le cas actuellement à Mayotte. J'entends bien. Ça passe aussi, tel que je l'ai dit, pour faire en sorte que Mayotte soit un vrai département français dans lequel ce que nous vivons de manière élémentaire, droit à l'éducation, droit à la sécurité, droit au logement, etc., soit respecté. Tout de même, j'ai balancé ce chiffre de dire que là-bas, une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau, les 3/4 des gens vivent sous le seuil de pauvreté, etc. On parle de la France. Comment cela se fait-il qu'on laisse les gens dans cette situation de désordre ? Et ça n'est pas en disant qu'on va remettre en cause le droit du sol, que les centaines de milliers de gens qui fuient éventuellement les Comores ne vont pas venir, ça ne réglera rien. Donc, je termine, on détourne la conversation. C'est-à-dire que quand on fait croire aux Français que le problème n'est pas les inégalités qu'il y a autour, le problème n'est pas la situation indigne dans laquelle on place les habitants de Mayotte, mais c'est uniquement dans une espèce d'attraction, comme je l'entends dire, que la personne qui quitte les Comores ne quitte pas son île pour essayer de vivre mieux, mais il quitte son île pour le rêve de devenir français, pour ses enfants, ses petits-enfants. Ça ne marche pas comme ça. Gabriel Attal annonce un projet de loi Macron 2 pour libérer l'activité économique. Ça veut dire quoi, selon vous ? Alors, libérer l'activité économique. Non, j'ai même noté la phrase, libérer les énergies. Ça me rappelait Alain Madelin. Bon, alors, excellente question. J'ai envie, je prends mon miroir, je retourne la question, ou posons-la à Monsieur Attal. Qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia ? Ou alors, moi, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en quelque sorte, en France, il faut toujours plus enlever toute forme de législation sociale, de réglementation et environnementale, tout pour faire en sorte, tout pour le business, le libre-échange, alors que précisément nos agriculteurs, dernièrement, nous ont dit que, attention, les règles de libre-échange qui ne cessent de se développer, remettent en cause, y compris notre propre agriculture, faire croire qu'aujourd'hui, l'industrie française, notre système économique, serait plombé uniquement par des choses qui, une législation. C'est quoi, qu'en fait on paye trop les ouvriers, qu'ils sont trop protégés, que on peut pas créer. Les salaires ont augmenté plus que l'inflation l'année dernière. Hein. Non, mais les salaires, on a un problème quand le Premier ministre nous dit qu'il rejette la smicardisation des salaires, c'est précisément la preuve que les salaires n'ont pas suivi, en fait, et que mécaniquement, comme le SMIC, lui, c'est réglementaire, il augmente, ça rattrape toute une série de salaires qui étaient au-dessus. La DARES a montré que les salaires avaient augmenté plus que l'inflation l'année dernière en France. Je rappelle que notamment le CICE, le crédit d'impôt, c'est déjà 250 milliards d'euros. Qui devraient rentrer dans les caisses de l'État, qui ont été, c'est déjà sous le précédent gouvernement et même sous le gouvernement Hollande que les choses avaient été faites. Bon, et en gros, pardon pour vous répondre, mais l'espèce de novlangue utilisée par M. Attal, la novlangue, c'est cette phrase qui consiste à utiliser souvent les choses inversées pour ne vous séduit pas, hein, Gabriel Attal. Non, mais moi, ce que j'observe déjà, je vais prendre pour référence, c'est l'interview que j'évoquais tout à l'heure qui a eu lieu ce week-end. C'est-à-dire qu'à longtemps, il n'y avait rien avant lui, tout va débuter à sa propre personne. Alors que ça fait quand même un septennat que Emmanuel Macron est là. Deuxièmement, quasiment toutes les 3 phrases, il y a Emmanuel Macron a dit, Jacques a dit debout, Jacques a dit assis, Emmanuel a... Bon, on a l'impression qu'au bout d'un moment, qui dirige, on a compris que c'est Emmanuel Macron. Troisièmement, c'est des phrases, comme vous venez de le dire, faut libérer les énergies qui ne signifient rien. Quatrièmement, quand on va plus loin, ça consiste à dire que, il exprime que ce qui a été fait sur l'assurance chômage, c'est un peu la piste dans laquelle il est allé. Alors de quoi on parle, l'assurance chômage? 25% des délais d'assurance chômage quand vous perdez votre boulot ont été supprimés, notamment il y a 3 ans par le gouvernement précédent, avec le soutien de Gabriel Attal. Ce qu'il est en train de vous dire, avec un sourire et l'air que lui, il est jeune et dynamique, c'est que vous allez avoir moins de droits sociaux, moins de protection sociale. Il veut modifier la loi SRU, par exemple. Pour ceux qui nous suivent, c'est la loi qui oblige les communes à construire un certain nombre de logements sociaux, pour dire qu'il faudra faire moins de logements sociaux. Tous les acteurs du logement, la Fondation Abbé Pierre, des logements intermédiaires pour les classes moyennes. Oui. C'est intégrer les logements intermédiaires dans la loi SRU. Dans les 25%, c'est-à-dire concrètement faire moins de logements sociaux pour respecter la loi. La Fondation Abbé Pierre, j'espère qu'à ce micro, elle fait consensus sur le travail qu'elle fait, a dit que ces déclarations étaient extrêmement dangereuses. Il l'a déclaré le 30 janvier à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que déjà qu'il y a des villes riches
qui préfèrent payer une amende plutôt que de construire du logement social, c'est-à-dire des logements pour ceux qui en ont vraiment besoin, les plus démunis, etc. Le Premier ministre dit continuez dans cette direction, c'est pas la priorité, alors que je crois que c'est une de nos priorités. Bien, l'éducation nationale, Nicole Belloubet promet de vite dialoguer avec les enseignants. Attractivité du métier, conditions de travail, salaire, formation, remplacement des profs, groupe de niveau. Voilà. Alors, il y a les objectifs. Voilà. Il y a plusieurs Là, sujets les objectifs. dans ce que vous dites. Oui. Oui. Alors déjà, ce gouvernement, c'est un peu tourné manège. Je sais pas si ceux qui se souviennent, c'est-à-dire, vous savez, le manège tourne et puis on retrouve les mêmes, on les perd, on les retrouve. Bon, Madame Belloubet, on l'a vu garde des Sceaux. Là, elle revient. Bon, je veux dire, il y a pas de changement, il y a pas de remaniement. Hein, c'est les pièces de Feydeau, vous savez, où l'amant sort par la porte, le mari rentre par le placard. Bon, c'est un peu. Bon, Madame Belloubet, elle va continuer la politique qui était mise en place par Monsieur Attal, qui était la politique, la continuité de Monsieur Blanquer. Pour les enseignants, le monde enseignant ne vit pas ces changements comme des changements significatifs. Le problème du non-remplacement des enseignants, le paradoxe, c'est que depuis 2017 que Monsieur Macron est là, il a augmenté, il a doublé. C'est-à-dire que dans le public, les profs du public sont moins absents que les profs du privé. Écoutez-moi bien, les profs du public sont moins absents que les profs du privé. 2,7% je crois d'absentéisme chez les profs du public, 3,4, quelque chose comme ça dans le privé. Le problème, c'est que dans le public, il y a moins de remplacements. Pourquoi ? Parce que comme à l'époque, moi avant d'être député, je suis enseignant. Je suis prof de lycée professionnel. Les dernières années, quand j'étais prof, j'étais ce qu'on appelle TZR, titulaire de zone remplaçant. Mon boulot était de remplacer un collègue absent, d'accord ? Des brigades de remplacement. Tout ça a été supprimé. Donc concrètement, ceux qui nous écoutent, qui avaient des enfants à l'école, quand le prof il est absent, eh bien il y a plus de brigades ou de moins en moins pour remplacer. Ça, c'est les conséquences de politiques menées par le gouvernement actuel. Madame Belloubet, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à ça ? Je n'entends rien de significatif. Deuxièmement, attendons, nous verrons bien. Soit, on va attendre, effectivement. Mais comme Monsieur Attal avait dit que sa priorité c'était le remplacement des enseignants, qu'on n'a rien vu. Comme Monsieur Papandiaï avait dit que c'était la priorité, qu'on n'a rien vu. J'ai tendance, comme le chat échaudé qui craint l'eau froide, à ne pas les croire sur parole. Mais je voudrais profiter de ce micro pour pousser un cri sur un sujet, l'enseignement professionnel. Tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Pourtant. Un élève sur 3 est dans l'enseignement professionnel, 670 000 gamins. La réforme qu'ils sont en train de mettre en place, ils veulent encore supprimer 4 semaines de cours devant le professeur pour mettre des stages en entreprise supplémentaires, qui est une dégradation de cette formation. Je dis à ceux qui pensent comme moi que notre jeunesse, la jeunesse populaire, a droit à passer des diplômes de qualité, des bacs pro, pour après faire des diplômes de techniciens supérieurs, a droit en même temps que leur métier, à avoir droit à de la culture générale, du français, de l'histoire, etc. Ce qu'ils font est une dégradation de l'enseignement professionnel. Et je n'accepte pas qu'ils le font en disant que c'est pour le bien des élèves. Ils méprisent les enfants des milieux populaires, ils leur suppriment des heures d'enseignement, alors que nous en avons besoin, notre jeunesse en a besoin, mais j'ai envie de même dire que nos entreprises ont besoin de salariés qui sont pas seulement des fins connaisseurs de leur métier, mais aussi des gens qui ont la culture générale pour leur permettre de s'adapter à l'évolution du métier. Alexis Corbière, Robert Badinter, au Panthéon ou pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Belle figure. Mais oui, de gauche, belle figure de gauche. Non mais humaniste. Robert Badinter, c'est une vie, c'est un engagement, c'est une vie déjà. Sa propre histoire, son père arrêté et déporté. Je dirais que c'est déjà un enfant du siècle qui montre comment ce Français juif est devenu un républicain passionné. C'est un avocat et c'est évidemment, on peut pas résumer sa longue vie à ça. Celui qui prend la parole en 1981 pour participer à, et plus qu'y participer, à porter l'abolition de la peine de mort. Bon, dans l'idée que je me fais de la République, on pourrait se dire après tout à quoi sert le Panthéon, mais puisqu'il est là et puisqu'il accueille ces personnages, ces femmes, ces hommes... Vous posez la question, à quoi sert le Panthéon ? Non, enfin, je dirais... Ah bon Non, mais quand je dis ça comme ça. Non, oui. Vous voulez qu'on passe une seconde sur le Panthéon ? Vous savez, c'est les personnages... Très vite, alors. Le premier personnage qui est rentré au Panthéon, c'est Mirabeau. Puis quand on s'est aperçu du rôle qu'il avait joué, Jean-Paul Marat est rentré au Panthéon. Non, mais je veux dire, moi, je suis un laïc et le Panthéon, il y a un côté un peu lieu sacré dont on peut s'interroger après tout quand on a une conception laïque et puis même hâter des choses. Est-ce qu'on a besoin ? Mais... C'est ça auquel je faisais référence. C'est le temple de la République. Robert Badinter, très sévère ces derniers temps avec la France Insoumise et avec Jean-Luc Mélenchon notamment. Robert Badinter, grande figure de gauche. Michel Rocard, Jacques Delors, Robert Badinter, la gauche. N'a-t-elle plus d'hommes ou de femmes de cette trempe aujourd'hui ?
Non, mais premièrement, moi je suis pas mesquin et je juge pas un homme s'il doit rentrer au Panthéon pour savoir s'il était d'accord avec moi. Je serais petit. D'ailleurs, au passage, le 21 février, il y a Missak Manoukian qui rentre au Panthéon et je dois dire que pour la première fois, un homme communiste va être au Panthéon. Oui. Il a du retard à rattraper. Il y manque des femmes aussi au Panthéon. Oui, on peut critiquer cette institution. Qu'est-ce que vous voulez me dire après? Faites attention, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'il y a un petit côté. C'était mieux avant. Avant, les femmes et les hommes politiques étaient formidables. Aujourd'hui, il n'y a que des tocards. Non, je dis pas ça. Je pense pas que ce soit si simple, même si j'observe qu'il y a une dégradation. Non, mais je dis quelles sont les grandes figures de gauche aujourd'hui? Il me semble qu'à la France Insoumise, il y en a. Il me semble qu'on a fait la NUPES, qui est une alliance que je souhaite. Il y en a, alors allez-y. Et qui sont les grandes figures de la gauche aujourd'hui? Il n'y aurait pas assez de temps pour toutes les nommer. Oui. non, mais qu'est-ce que vous voulez... Parce que vous les cherchez. Mais pas du tout. Parce que vous les cherchez. Mon ami François Ruffin vient de sortir un livre sur le travail. Je ne sais pas s'il vient sur Sud Radio. Donc pour vous, oui, il vient. C'est intéressant. Mon ami Clémentine Autain a fait un colloque sur le service public il y a pas longtemps, tout à fait passionnant. Je pourrais continuer la liste. Certains de mes amis à Paris ont fait un grand meeting sur la 6ème République. Julien Bayou, Raquel Garrido, Boris Vallaud, tous ces gens-là parlent de sujets. Que vous dire, je crois que vous avez invité récemment Mathias Tavel, qui est un des députés que j'apprécie beaucoup. Vous avez Manon Aubry qui sera notre tête de liste. J'ai cité certains de mes amis pour commencer la liste. Mais je veux dire, il y a, me semble-t-il, nombre de gens qui ont Jean-Luc Mélenchon, je suis pas tellement surpris. Démonstration. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas citer Jean-Luc Mélenchon et de dire que vous n'êtes pas surpris? Je suis pas surpris. Jean-Luc Mélenchon a joué un rôle historique très important dans l'histoire du pays. Pourquoi parlez-vous au passé? Parce qu'il a joué un rôle historique très important dans l'histoire du pays, 2012, 2017, 2022, dans lequel il a permis que l'idée que je me fais de la gauche républicaine et sociale, écologique, qui veut rompre avec la 5ème République, est arrivée en tête. Bon, moi, Jean-Luc Mélenchon, si je puis dire, depuis 2022, il nous dit « je souhaite être remplacé ». Bon, pour quelle raison? En permanence, on me renvoie dans les cordes en disant Jean-Luc Mélenchon... Je souhaite être... Mais moi, je vous renvoie pas. Les choses sont claires. Il dit « je souhaite être remplacé ». Alors remplacez-le. Pourquoi pas? Je sais pas, s'il y a des gens qui y travaillent, on verra, c'est les gens qui décideront. Après les européennes. Les européennes, elles vont permettre d'avoir une photo. Il sera remplacé après les européennes. Mais non, mais après les européennes... Il doit être remplacé. Mais disons ça se passe clairement pas. les choses. Non, mais il n'y a pas à dire clairement les choses parce que... Attendez, non, mais je vais vous dire pourquoi il n'y a pas à dire clairement les choses. Moi, je suis pas contre, je suis pas anti-machin, ça m'intéresse pas. Il ne s'agit pas d'être anti. Non, alors écoutez-moi, qu'est-ce que c'est que nous avons à faire? Dire la réalité. Mais je suis en train de la dire, justement, pas dans un truc binaire, blanc ou noir, lui oui ou lui non. La question c'est ni rire ni pleurer, comprendre, comme disait Spinoza. De dire oui ou de dire non. Oui. Non, écoutez, il y a des élections européennes qui vont avoir lieu, ça me semble être une date importante, je vais observer le résultat, qu'est-ce que ça va nous dire? Je ne sais pas, mais on peut penser que M. Bardella va taper très haut, qu'il y aura même l'extrême droite avec Éric Zemmour et d'autres, en gros un bloc où on se dit, dans l'idée que je me fais, certains de vos auditeurs peut-être votent pour M. Bardella, donc je respecte. Mais moi, ça m'inquiète, parce que je n'aime pas cette France qu'il nous propose. C'est pas l'idée que je me fais du pays. Au pouvoir, vous interdiriez le Rassemblement National? Non, mais non, ça n'a pas de sens. Non, mais je veux dire... Je lutte contre ces idées, mais vous imaginez le type de société... J'espère que si, par contre, le Rassemblement national arrive au pouvoir, qu'on nous en préserve, que eux n'interdisent pas ou n'affaiblissent pas les organisations syndicales, les partis politiques, etc. N'inversons pas la charge. Moi, je veux dire, ceux qui menacent la démocratie, dans mon idée, c'est plutôt historiquement l'extrême droite. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'à partir du résultat des élections européennes, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une liste commune de la NUPES. Bon. Je continue à le dire à ce micro, mais c'est peut-être compliqué. Deuxièmement, les Insoumis vont présenter une liste. Manon Aubry a fait savoir qu'elle était candidate à être tête de liste. Elle fera une belle tête de liste, etc. Bon, mais une fois que le résultat sera sorti, faudra l'observer politiquement et se dire que l'élection phare majeure où se jouent les choses, c'est l'élection présidentielle de 2027. Donc moi, je suis favorable à ce qu'on travaille, à créer les conditions, que peut-être ce qu'on va observer dans cette élection européenne, l'émiettement de mon camp, le camp populaire, social, la gauche, écologique, bon, il faut éviter ça. Donc le travail sera comment on fait pour éviter ça. C'est du boulot. Vous me réinviterez, on va en parler. Maintenant, permettez-moi d'observer la situation en fonction d'éléments objectifs. On va voir, peut-être que je me trompe, peut-être que le Rassemblement national sera pas si haut, peut-être que Manon Aubry va faire 20%, et qu'on va dire... Tout ça est... Est-ce que la gauche peut gagner en 2027 avec Jean-Luc Mélenchon? C'est la question que vous vous poserez.
évidemment, après les européennes. Mais je ne fais, je n'ai pas manqué de respect en disant que, puisque vous citez le nom de Jean-Luc Mélenchon, auquel j'ai été un de ses compagnons à ses côtés, qui a joué un rôle formidable, qui était un candidat extraordinaire, lui-même pose la question de remplacez-moi. Donc moi, comme j'ai été un vieux mélenchoniste, quand Jean-Luc a été candidat en 2012, sa candidature, on l'avait préparée au moins depuis 2008. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pour ça que on va dire clairement. Remplacez-moi, donc vous le remplacerez. Ça crée parfois des débats et des tensions au sein de la France insoumise, parce que peut-être certains comprennent mal ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que un candidat ou une candidate, ça se prépare. Et si on veut avoir quelqu'un de près en 2027, il faut qu'actuellement, on crée les conditions, que toute une série de personnalités. Moi, il y a plusieurs copines qui sont potentiellement candidats à être candidats à la candidature, si je peux dire. Déjà, je les félicite et les remercie, parce que c'est un énorme boulot. Et ça prend du temps. C'est pas au dernier moment que quelqu'un, une inconnue, un inconnu, ou enfin inconnu. Donc il faut travailler à trouver un candidat ou une candidate pour 2027. Sinon, on se retrouvera avec rien entre les mains. Ce serait quand même parce que après, pour répondre au-delà du casting, je pense qu'il y a dans ce pays une attente de justice sociale, d'égalité, de démocratie qui fait que nous pouvons gagner. Oui. Alexis Corbière, je voudrais deux mots sur le Proche-Orient. Ça mériterait plus de deux mots, mais évidemment, les associations féministes ayant fait preuve d'ambiguïté sur les crimes du 7 octobre vont perdre leur subvention. Logique ? Non, mais ça, c'est Aurore Berger. Oui, Aurore Berger qui a dit ça hier. Non, mais soyons pas petits. Attendez, pardon. Puisqu'on parle de ça, d'abord, le massacre du 7 octobre. D'abord, nous réclamons à ce micro que les otages soient libérés, et notamment les Français qui sont encore otages. Non, mais je le dis je dis ça aussi pour qu'il y ait un continuum d'exigence. Ensuite, que le cessez-le-feu immédiat, près de 27 000, peut-être même la barre des 30 000 morts à Gaza. La menace de la part du gouvernement Netanyahou, qui de plus en plus est dans une logique de violence, de vengeance, qui fabrique et qui alimente un cycle de violence qui va embraser toute la région. Cela doit cesser. Le tribunal de justice internationale a dit qu'il y avait un risque génocidaire. Bon sang, c'est un mot terrible. Si cela est vrai, et je le crois, parce que c'est ce que nous dit aujourd'hui des instances internationales de justice, il faut, et notamment que la France, dise en direction d'Israël, arrêtez. Et il faut, pourquoi pas, que l'ONU envoie des casques bleus sur place pour arrêter ce bombardement potentiel sur Rafah. C'est une logique folle. Et je veux dire, là, il y a 1,5 million, 1,2 million de personnes qui sont massées à cette frontière, et le gouvernement israélien annonce, et il dit non, mais vous inquiétez pas, on laissera un petit espace pour qu'ils puissent, éventuellement, que les populations civiles puissent partir, mais pour aller où? Les gens sont coincés. Donc, là, il y a quelque chose qui m'inquiète. Et j'ai envie de dire que tous ceux, quel que soit là où on a le cœur, évidemment du côté du peuple palestinien qui subit un martyre terrible, et aussi que l'on souhaite la sécurité d'Israël, ce que fait Netanyahou met Israël en danger. Parce que si vous fabriquez des générations entières de gens... Vous souhaitez la sécurité d'Israël? Mais bien sûr, mais bien sûr. Une partie de la gauche ne souhaite pas cette sécurité d'Israël. Non, monsieur Bourdin. Les gens veulent la justice et le respect du droit international. Les manifestations pro-palestiniennes. Pourquoi les slogans sont « From the river to the sea ». Ça veut dire quoi, ça? Mais moi, mais moi, je suis pour deux États. Je suis pour le respect du droit international. C'est le programme que nous avons porté à l'occasion des élections présidentielles qu'a porté magnifiquement Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, il faut le respect du droit international. D'ores et déjà, le droit international n'était pas respecté. Donc, après, vous voulez qu'on analyse même la situation? Je pense que toute une série de gens en Israël, notamment tous ces secteurs proches de Netanyahou, ont alimenté le fait que ce soit plutôt le Hamas qui prenne, je dirais, le leadership pour représenter les Palestiniens plutôt que ceux qui étaient les laïcs du Fatah, ce que représentaient les laïcs. Vous défendez les laïcs. Je pense que nous sommes dans une situation terrible qui s'est constituée, que politiquement il faut expliquer. Mais une fois qu'on a dit ça, je veux dire, cessez le feu immédiat. Rien ne peut justifier qu'on bombarde des populations civiles. Il y a des milliers d'enfants palestiniens qui ont perdu la vie. On ne peut pas les oublier, y compris quand on rend hommage aux victimes du 7 octobre, ce qui est logique. Mais n'ayons pas une atrophie de l'indignation. Sinon, vous avez des millions de gens sur la planète et des Français qui sont blessés par ça. Je le dis, j'essaie de le dire avec émotion, parce que je comprends que les Français juifs se sentent notamment, pas tous d'ailleurs, mais particulièrement horrifiés par ce qu'il y a eu le 7, mais nous avons aussi dans ce pays nombre de gens qui regardent du côté du peuple palestinien, et ils ont bien raison, ils veulent la justice, la paix, la paix. Alexis Corbière, les athlètes israéliens devraient-ils concourir au JO sans bannière, comme le demandent plusieurs députés LFI? Alors, je vais être sincère, moi je m'interroge là-dessus, on va en discuter cette semaine. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des gestes
de fraternisation entre Palestiniens et Israéliens. Israélien, sans Alors, bannière, sans maillot israélien. Ce que moi je souhaite. Sans tenue israélienne. Non mais c'est ce qui est demandé aux athlètes russes, d'accord? Oui. Moi je suis pas, pardon de faire un peu le malin, mais moi, je suis pas ultra depuis des années favorable à l'idée que des sportifs se retrouvent parfois en bringués et subissent les conséquences de ce que font leurs gouvernements. D'accord. Bon, il s'avère que malgré tout, les organisateurs des JO ont souhaité que les sportifs russes ne puissent pas arborer. Si Est-ce que vous souhaitez la même chose pour les Israéliens? À ce stade, je suis plutôt favorable à ce que nous réfléchissions à des gestes. Vous n'êtes pas favorable? Non, mais ça peut être utile. Je vais pas. Je vais pas fuir la question. Non, mais si vous fuyez la question. Non, parce que moi j'ai une question complémentaire. À ça. Et les Chinois? Pourquoi les athlètes chinois? Voilà, vous voyez. Et les Azerbaïdjanais? Vous savez quoi, les Iraniens et les Syriens. Jean-Jacques Bourdin, vous pointez c'est pour ça. Ce que je pense au fond de moi. C'est-à-dire que la logique. Non, mais attendez. Moi aussi, que certains de mes amis disent. Mes amis disent, il faut que les JO, qui sont censés être un événement de paix, ne mettent pas dans l'angle mort le fait qu'il y a un gouvernement qui frappe notamment à Gaza. S'il y a des gestes symboliques, et notamment celui-là, si ça peut avoir une utilité de paix, je veux bien. Maintenant, vous avez pointé ce que je pense, et ce que je dis à certains parfois de mes amis, c'est attention, la logique, je veux dire, il y a une guerre au Yémen actuellement avec 400 000 morts. Les Émirats Arabes Unis sont engagés dans cette guerre au Yémen, etc. Bon, est-ce qu'on peut veiller, par contre, à ce qu'au moins il y ait des sportifs palestiniens? Parce que c'est pas sûr qu'il y en ait qui puissent venir. Et moi, je trouverais assez beau, si c'est possible, je suis un peu rêveur, que je répète, qu'il y ait des gestes de fraternité entre Palestiniens et Israéliens, montrés à la face du monde pour dire c'est par la paix et l'amitié entre les peuples qu'on s'en sortira. Avec leur maillot. Je n'ai pas tranché sur cette question. Si c'est un signal je vais voir je vais en parler avec mes amis cette semaine. Vous êtes plutôt sur cette ligne-là? Avec leur maillot, avec leur bannière, avec leur couleur. Non, mais je vous répète que, bon, bref, je trancherai cette vous semaine. Êtes plutôt sur cette ligne-là, mais dites-le, pourquoi pas? Non, mais attends, est-ce qu'on a le droit de réfléchir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile à la paix? Quel signal est envoyé? Tout ça n'est que symbolique. Et vous savez quoi? De toute manière, j'ai peur que même les organisateurs des Jeux Olympiques ne retiennent pas l'idée que nous ferons. Par contre, que dans le débat public, il y a quelque chose qui consiste à dire ne banalisons pas ce qui a lieu. Risque génocidaire, je viens de le dire au micro, c'est quand même pas rien. Donc, le gouvernement israélien, Netanyahou et extrême droite doit cesser les bombardements, cesser le feu, et il faut participer à la paix. Tout geste de paix sera utile. Voilà. Merci Alexis Corbière, merci. Vous êtes sur Sud Radio, on se retrouve juste après les infos. 0826 300 300.